TF1 20h, Dominique Baudis. Les 11 ministres RPR, oui à la liste européenne de Jacques Chirac, mais à condition que certaines pratiques changent au RPR. Économiser l'énergie, développer le nucléaire, deux priorités réaffirmées par Raymond Barre. Et si les Arabes fermaient les robinets du pétrole, économie et niveau de vie reviendraient 13 années en arrière, un scénario étudié pour EDF. Possible réouverture des universités jésuites de Chine populaire, les négociations sont entamées avec Pékin. Bonsoir. Nous allons commencer ce journal avec un scénario. Un scénario qui pourrait être celui d'un film catastrophe, ce genre de film spectaculaire dont les Américains ont le secret. Il s'agit, vous le savez, de prendre en considération une hypothèse dramatique et d'imaginer tout ce qui pourrait en résulter. Un incendie dans une tour, une centrale nucléaire qui se détraque, un tremblement de terre, une contamination biologique. Il suffit d'avoir un peu d'imagination pour allonger la liste. Pourtant, aucun cinéaste n'a encore songé au scénario sur lequel nous allons réfléchir ce soir. Que se passerait-il si, brutalement, nous étions privés de pétrole? Et ce n'est pas une hypothèse gratuite, c'est même le cauchemar de ceux qui ont la responsabilité de notre approvisionnement énergétique. Rappelez-vous les rationnements de l'hiver 1973. Et il n'y a pas si longtemps, nous nous inquiétions de l'interruption de la production de pétrole en Iran. Cette hypothèse a donc été retenue par les dirigeants de la très sérieuse EDF, Électricité de France, et ils ont donc passé une commande. Ils ont demandé à des futurologues, c'est-à-dire à des spécialistes de l'avenir, de prévoir, chiffres à l'appui, ce que serait notre vie quotidienne dans cette hypothèse. Ces spécialistes ont travaillé pendant plus de 2 ans, ils ont enquêté auprès des fournisseurs, des transporteurs, des consommateurs de pétrole, et ils viennent de mettre un point final à leur scénario. L'histoire commence le 7 juillet 1979, dans moins de 3 mois. Alors imaginons que ce jour-là, vous ouvrez votre téléviseur, il est 20h. Michel Chevalet. 1979, les jours s'écoupent semblables à eux-mêmes, c'est-à-dire que l'on a un peu oublié la crise de l'énergie. Et puis, le 7 juillet, cette nouvelle insensée à laquelle on ose croire, les pays du Moyen-Orient annoncent qu'ils n'exporteront plus de pétrole. Ainsi commence un scénario d'économie fiction qualifié par ses auteurs de travail raisonné d'imagination. Aussitôt, ce sont les sempiternelles images de crise. D'abord, le rationnement de l'essence. L'afflux vers les transports en commun, et notamment le chemin de fer. Le quasi-arrêt du transport aérien, très énergétivore. Le ralentissement d'une agriculture de rendement. Du côté pétrole, la fermeture des robinets ne serait pas complète, nous assurent les enquêteurs. Et curieusement, nous disposerions d'autant de produits pétroliers qu'en 1966, c'est-à-dire 43% de ce que nous consommons aujourd'hui. Or, que s'est-il passé depuis 1966? Regardez ce tableau. Depuis 1966, il y a eu 4 millions de ménages en plus. 4 millions donc de logements que l'on chauffe de 18 à 23 degrés. 44% de machines à laver en 66, 70% aujourd'hui. Pas de congélateur en 66, 21% aujourd'hui. Les téléviseurs, ils sont passés de 51% à 87%. L'automobile, de 50% à 66%. Et l'agriculture a augmenté sa consommation d'énergie de 50%, ainsi que certaines industries, vous voyez, comme les cimenteries, qui sont passées à 165%. Alors, que se passerait-il dans ces conditions? Eh bien, ce tableau vous le montre. Tout d'abord, l'essence. Seulement 20 litres d'essence par mois, soit de quoi rouler 200 km. Et les conséquences? La fermeture, bien entendu, des supermarchés à la périphérie des villes. L'industrie automobile, sa production ne serait plus que de 10% de ce qu'elle est aujourd'hui. Certaines industries, comme les matières plastiques, verraient leur production baisser de 50%. Ce qui va se traduire, disent les enquêteurs, 5 millions de chômeurs et le retour d'1 300 000 travailleurs immigrés. Bénéfice, eh bien simplement pour les transports en commun et notamment les chemins de fer qui voient leur trafic augmenter de 50%. Mesures fiscales également à prévoir en cas de pénurie. Un impôt de solidarité de 10% sur les grosses fortunes.
En conclusion de cette étude extrêmement intéressante, eh bien, c'est que d'abord, s'il y avait pénurie de pétrole, ce ne serait pas le retour de la lampe à huile, mais simplement, disons, le retour aux conditions de 1966. Et en 1966, eh bien, tout de même, on vivait. Deuxième conclusion, eh bien, c'est que finalement, cela nous montre qu'avec un peu de bonne volonté et à condition de le vouloir, on peut tout de même réaliser de notables économies d'énergie. Oui, alors, l'énergie ou l'austérité, voilà le grand débat de société auquel nous sommes confrontés. Un débat de dimension planétaire, puisque sans énergie, les sociétés industrielles tomberaient en panne, nous l'avons vu, et le tiers-monde s'enfoncerait dans la misère. Et l'un des problèmes les plus aigus à l'intérieur de ce débat, c'est évidemment celui du nucléaire. À cette question, chaque pays apporte sa propre réponse. En Iran, le gouvernement a décidé d'abandonner la construction de 2 centrales nucléaires françaises. En revanche, 2 autres centrales commandées à l'Allemagne seront achevées car leur chantier est avancé à plus de 50%. Au Pakistan, le gouvernement militaire se lance dans un programme nucléaire qui provoque la colère des États-Unis. Washington vient d'annoncer l'interruption de l'aide économique au Pakistan en raison de la politique nucléaire de ce pays. Aux États-Unis, 1 millier de personnes ont défilé en Pennsylvanie pour protester contre le nucléaire, alors qu'à l'intérieur de la centrale, les ingénieurs tentaient de décontaminer le réacteur défaillant. En Belgique, la centrale de Tihange sera remise en service ce soir ou demain matin. Cette centrale avait été arrêtée vendredi à la suite d'une ordonnance du maire de la commune. Mais le ministre belge de l'Intérieur vient d'annuler l'ordonnance du maire. Et en France, aujourd'hui, le Premier ministre a visité l'usine d'Eurodif dans le département de la Drôme. Eurodif, que certains ont appelé la cathédrale du nucléaire, c'est une immense usine d'enrichissement de l'uranium. Et d'ici 2 ans, ce centre fournira le combustible de 90 centrales nucléaires. Le Premier ministre, accompagné de M. Giraud, le ministre de l'Industrie, répondait dans notre édition de 13h aux questions d'Yves Mourouzi et de François de Closet. Nous souhaitons le développement de la France. Pour nous développer, il nous faut consommer de l'énergie. Or, vous savez quelles sont les conditions dans lesquelles, à l'heure actuelle, nous nous trouvons. Nous n'avons pas de ressources énergétiques propres, nous devons en importer, et ces importations coûtent de plus en plus cher. Alors, nous devons faire 2 choses. En premier lieu, nous devons économiser l'énergie, et c'est ce que le gouvernement fait. Et notamment veiller à ce que nos machines soient moins dévoreuses d'énergie. Et en second lieu, il nous faut développer des énergies nouvelles. Et tout ceci est absolument nécessaire si nous voulons éviter le rationnement des consommations de pétrole, d'essence, si nous voulons éviter la réduction de notre activité économique, c'est-à-dire des problèmes d'emploi. C'est là le choix. Ou bien nous réussissons à substituer certaines formes d'énergie à d'autres en économisant cette énergie, ou bien nous prenons des mesures de rationnement, des mesures de réduction d'activité économique, c'est-à-dire que nous acceptons un recul du niveau de vie. Évidemment, quand nous disons cela, nous devons nous rendre compte du côté qui peut être périlleux de certaines techniques que nous utilisons à l'heure actuelle. Voilà pourquoi, à l'exigence du développement, nous joignons l'impératif de sécurité. Vous ne savez pas quelles sont les dispositions très nombreuses de sécurité qui sont prises dans nos centrales. Et nous ne disons pas, comme le faisait remarquer M. Giraud tout à l'heure, nous avons le meilleur dispositif de sécurité. Nous sommes prêts à tirer toutes les conclusions des événements qui se produiront et d'améliorer la sécurité pour nos populations. Souhaitons quand même qu'ils ne s'en produisent pas trop. Mais on ne sait jamais. Si je vous disais qu'il ne s'en produisait pas beaucoup, vous me diriez, mais vous insultez l'avenir, il peut s'en produire beaucoup. Moi, je vous dis, regardons les faits. Tirons les conclusions des événements qui se produisent. Soyons d'une vigilance absolue en termes de sécurité. Et veillons à informer l'opinion. Politique maintenant. Alors que le ton monte à l'intérieur de la majorité à moins de 3 mois des élections européennes, on s'interrogeait sur l'attitude des ministres membres du RPR. En effet, 11 membres du gouvernement appartiennent au parti de M. Chirac. Eh bien, ils viennent de faire connaître leur position. Ils soutiendront la liste du RPR, mais ils posent des conditions, Patrice Duhamel. Oui, c'est un texte politique en 4 points que les 11 ministres gaullistes ont publié cet après-midi.
D'abord, nous ne reconnaissons à personne, écrivent-ils, le droit de mettre en doute nos convictions et notre action à l'intérieur des institutions. Deuxième point, la politique suivie par le président de la République et son gouvernement est dans le droit fil de celle de ses prédécesseurs sur les institutions, la politique étrangère, l'Europe, l'action politique, la stratégie économique et sociale. Troisièmement, notre mouvement naturel, déclarent les ministres gaullistes, nous porte à soutenir la liste la plus représentative de la famille gaulliste, la liste RPR, et cette phrase importante, encore faudrait-il que cessent certaines conduites qui portent gravement atteinte à la confiance du pays dans l'avenir et qui sont en contradiction formelle avec nombre de principes essentiels du gaullisme. Sous-entendu, certaines prises de position de Jacques Chirac sont jugées par ces 11 ministres gaullistes en contradiction avec les principes du gaullisme. Et le texte rappelle ces principes, par exemple, primauté de l'exécutif, refus de la démagogie et du dénigrement systématique, vigilance pour éviter le retour au système des partis ou encore respect de la fonction présidentielle. Pour les ministres RPR, c'est le quatrième point, abandonner ces principes aboutirait à l'affaiblissement de la majorité et des institutions de la Ve République, donc de la France. En substance et en un mot, ces 11 ministres adressent donc à l'état-major du RPR et à Jacques Chirac, au moment où s'engage la campagne européenne, un avertissement en forme de mise en garde. Ou bien certaines prises de position, certaines attaques contre le gouvernement et le chef de l'État cessent, et alors ils soutiendront la liste RPR, ou bien elles ne cessent pas, et ces ministres gaullistes retireront leur caution à cette liste. Les explications maintenant de l'un des signataires de ce texte, Yvon Bourges, ministre de la Défense, qui s'explique dans une seconde. Le sens de ce texte est un appel, et c'est un appel à l'union. Nous sommes préoccupés du risque d'éclatement de la majorité. Et il n'y a pas de raison, en réalité, de courir ce danger. Parce que l'élection européenne ne doit pas en être l'occasion. Le président de la République, solennellement, a dit quelle était la conception qu'il avait de l'Europe, son refus de la supranationalité, le fait que nous nous en tenions au contenu du traité de Rome et qu'il ne s'agissait que des modalités de la désignation de l'Assemblée des communautés. Et enfin que l'avenir de l'Europe, les progrès qu'il y a à faire résulteront de la volonté des gouvernements et en particulier sera animée, conduite par le Conseil européen, c'est-à-dire le Conseil des chefs d'État et de gouvernement que justement le général de Gaulle avait lui-même préconisé, vous vous en rappelez, à travers le plan Fouché. Et c'est la raison pour laquelle, puisqu'il n'a pas pu y avoir une liste unique, eh bien nous souhaitons que le débat soit ouvert entre des listes de la majorité, mais qui ne se déchirent pas, qui ne s'opposent pas, et qui proposent, inspirés par une même doctrine et une même philosophie, qui s'opposent des choix aux électeurs en fonction de leur sensibilité ou de leurs préférences propres. Alors vous dites, les ministres RPR disent, nous allons soutenir la liste du RPR à certaines conditions, si certaines conduites cessent. Alors que se passera-t-il si ces conduites ne cessent pas ? Je ne peux pas préjuger de la décision que nous serions amenés à prendre s'il n'en était pas ainsi, parce que je ne peux pas parler au nom de mes collègues. D'ailleurs, il ne s'agit pas que des ministres. Je suis persuadé qu'au sein du RPR, il y a de nombreuses personnalités qui partagent notre préoccupation. Et nous espérons, bien évidemment, être entendus. Nous en sommes tenus au plan des principes, aux principes fondamentaux qui fondent la Ve République. Et ce que nous souhaitons, c'est que ne soit pas remise en cause la majorité qui a emporté les élections du mois de mars 1978. Nous nous sommes battus ensemble et nous avons gagné ces élections. Il n'y a aucune raison, et je ne vois pas quel est l'événement qui pourrait justifier aujourd'hui de remettre en cause cette majorité. C'est d'ailleurs ce que le pays attend de nous et ce qu'il souhaite profondément. C'est pourquoi je ne peux pas imaginer qu'elle puisse se trouver compromise, ce qui ne pourrait faire le jeu que de l'opposition, exclusivement de l'opposition. Nous ne pouvons pas nous engager dans cette voie. Bien qu'il soit aujourd'hui leur porte-parole, Yvon Bourges est resté jusqu'à présent discret dans le différend qui oppose les ministres RPR à Jacques Chirac. Cet ancien ministre de Gaulle au gouvernement depuis 14 ans se sent plus à l'aise, c'est vrai, dans les cabinets ministériels que dans les meetings politiques. En revanche, Alain Peyrefitte, lui, ne s'est pas privé de dire ce qu'il pensait de Jacques Chirac et de le condamner.
Son réquisitoire sévère contre l'appel de Cochin lui a d'ailleurs valu de faire figure à son tour d'accusé, puisqu'en décembre, ses compagnons de Seine-et-Marne ont requis contre lui une mesure d'exclusion, pour l'instant sans effet. Comme Alain Peyrefitte, Robert Boulin appartient aux gaullistes historiques. Dès la campagne présidentielle de 1974, il condamnait l'action des 43 menée par Jacques Chirac en faveur de Valéry Giscard d'Estaing. Et la même année, il quittait avec éclat le comité central de l'UDR pour protester contre l'arrivée de Jacques Chirac au secrétariat général. À ces trois premiers, Robert Gallet n'a rien à envier en matière de longévité ministérielle. Lui aussi a servi De Gaulle et Pompidou. Plus technicien que politique, il préfère se tenir à l'écart du débat qui agite le RPR. Joël Le Teul, lui, fait partie de cette poignée de députés gaullistes élus sans interruption depuis 1958. Il doit son premier portefeuille à Georges Pompidou, il y a 11 ans. Sixième de ses ministres, Maurice Papon, l'ancien préfet de police, il a géré longtemps les finances du mouvement gaulliste avant de s'occuper de celles de l'État. Quant aux secrétaires d'État RPR, ils sont 5, Maurice Plantier, le gaulliste de la Résistance, vice-président de l'amicale parlementaire, présence et action du gaullisme, Jacques Limouzy, assez proche de Jacques Chirac, avec lequel il avait signé l'appel des 43, Marc Beckham, député-maire de Quimper, apparenté RPR, Jacques Legendre, qui en 1974 s'est présenté contre Jacques Chirac au secrétariat général du mouvement, et enfin Jean-Paul Moureau, député de l'Indre, qui le mois dernier a conquis un siège aux élections cantonales. À gauche maintenant. Au lendemain du congrès de Metz qui a donné la mesure du rapport de force à l'intérieur du Parti socialiste, une question se pose. François Mitterrand a gagné la partie, il a obtenu, vous le savez, 47% des mandats, mais il n'a pas obtenu la majorité absolue. Alors, dans ces conditions, comment le premier secrétaire va-t-il gouverner le Parti socialiste qui ressort de ce congrès? Une analyse de Bruno Mazur. Le PS va jouer les prolongations avec la première réunion du comité directeur dès mercredi. Le comité directeur, élu par les militants, c'est en quelque sorte le parlement du parti, une assemblée au sein de laquelle François Mitterrand ne dispose pas, même avec Gaston Defferre et ses amis, de la majorité absolue. Il existe deux espoirs pour François Mitterrand de sortir de cette situation pour le moins inconfortable. D'abord le grignotage, les mauvais esprits diront débauchage, en direction par exemple de certains alliés de Pierre Mauroy qui apparaissent quelquefois en sérieuses difficultés dans leur fédération. Deuxième espoir, beaucoup plus noble, la conclusion d'un accord politique avec le CRS de Jean-Pierre Chevènement, ce qui lui assurerait une majorité théorique de 62%. Mais dans le propre camp de François Mitterrand, il y a pas mal de réticences pour ses retrouvailles avec un courant qualifié jadis de crypto-communiste. De plus, en raison des prises de position très rigides du CRS sur l'Europe, cet accord ne pourrait sans doute être conclu qu'après les élections du 10 juin, ce qui laisserait un arrière-goût de combinaison politicienne. Dans l'immédiat, François Mitterrand va devoir gouverner le PS avec, face à lui, au moins deux minorités fortement agissantes. Celle des amis de Pierre Mauroy, qui vont s'organiser en courant de pensée, et surtout l'opposition de Michel Rocard, qui, a-t-il dit, sera loyale, politique et pas procédurière, à moins que nous y soyons réduits. Michel Rocard sait en effet qu'il va se frotter à un appareil entièrement contrôlé par une nouvelle génération de jeunes loups, coriaces et efficaces, tels Laurent Fabius, Lionel Jospin, Paul Quillès ou Pierre Joxe, qui ont été les véritables chefs de guerre de François Mitterrand dans la campagne anti-rocardienne. Mitterrand, Rocard, Mauroy et Chevènement se retrouveront désormais chaque semaine au bureau exécutif qui réunit les principaux dirigeants du parti, un bureau dans lequel François Mitterrand ne dispose pas non plus, pour l'instant, de la majorité absolue, et où son opposition a bien l'intention de porter le débat politique, comme nous l'a confirmé Pierre Mauroy. Pierre Mauroy, François Mitterrand se retrouve donc maintenant à la tête d'un parti dont il n'a pas lui-même la majorité absolue. Alors, à votre avis, comment cela va-t-il se passer et quelle sera sa marge de manœuvre à la tête de ce parti? Je crois qu'effectivement, au lendemain de Metz, il n'y a pas de majorité, il y a une grande minorité, c'est celle qu'anime le premier secrétaire, et d'autres minorités. Alors je crois que c'est le bureau exécutif, là où nous sommes tous représentés, à la proportionnelle, qui sera l'endroit où nous allons non seulement discuter de la politique du parti, mais où se prendront véritablement les décisions. Ça, c'est un grand changement par rapport à ce qui se faisait hier. Le Parti socialiste avait une majorité de 70-80%. Maintenant, nous sommes dans une autre situation et le gouvernement du parti devra nécessairement s'adapter à cette nouvelle situation.
Un communiqué vient de nous parvenir et il concerne justement l'exercice de notre profession de journaliste. L'Assemblée générale de l'Association des journalistes parlementaires vient de se réunir et ces journalistes se sont élevés contre, et je les cite, certaines manifestations récentes d'intolérance de la part de responsables ou de militants politiques. L'association cite comme exemple les entraves faites par certains militants du RPR aux journalistes des 3 sociétés de télévision lors des dernières assises du mouvement ou les injures formulées par M. Georges Marchais contre les participants du Club de la presse d'Europe numéro 1, voici quelques semaines. Et l'association affirme qu'elle interviendra à l'avenir chaque fois qu'elle sera saisie de cas similaires. La presse toujours, mais cela nous amène à la politique étrangère. 4 journalistes ont été assassinés tout simplement parce qu'ils voulaient faire leur métier. C'est ce qu'affirme en tout cas le quotidien britannique, Daily Express. Ces journalistes, 2 Suédois et 2 Allemands de l'Ouest, auraient été tués par la police secrète du président Amin Dada. Les 4 hommes, vous les voyez s'exprimant avant leur départ, les 4 hommes étaient entrés clandestinement en Ouganda pour tenter de savoir ce qui se passait dans ce pays où les troupes tanzaniennes s'efforcent de renverser le président Amin Dada. Nous ne saurons jamais ce qu'ils ont vu là-bas. Les autres nouvelles brèves de ce journal, Jean-Pierre Pernaut. Le crédit sera sans doute moins cher en France à la fin du mois. Le ministre de l'économie, René Monory, a annoncé qu'il allait proposer une baisse du taux de ce crédit qui est actuellement de 17,5%. Pas de mariage pour les prêtres. Jean-Paul II le confirme dans une lettre aux évêques. Le souverain pontife les met en garde contre les progressistes qui réclament la laïcisation de la vie sacerdotale. Jean-Paul II demande enfin aux prêtres de ne pas renoncer à leur habit spécifique, signe extérieur de leur vocation. Le tueur de l'Oise est en prison grâce à ce portrait robot, une ressemblance frappante avec le vrai personnage, André Lamarre, gendarme de 23 ans. Il a été incarcéré la nuit dernière après avoir tout avoué, le meurtre d'une autostoppeuse et les tentatives de meurtre sur 3 autres. Lamarre affirme avoir voulu ridiculiser la gendarmerie à laquelle il reproche de ne pas lui avoir confié un travail suffisamment intéressant. Et on a appris ce soir qu'il a tenté de tirer sur ses collègues au moment de son arrestation. Depuis ce matin, les prix agricoles européens sont calculés en écus. On en attend surtout un retour à l'unité des prix agricoles en Europe. Pour l'instant, ces prix augmentent de 5 à 6% en France. Il devrait y avoir peu de répercussions au niveau du consommateur. À partir d'aujourd'hui également, les montants compensatoires sont réduits pour l'ensemble des produits et totalement supprimés pour le porc. En Floride, 5000 personnes évacuées à la suite du déraillement d'un train transportant du chlore, du méthanol, du soufre et de l'acétone. Plusieurs wagons ont explosé dans ce convoi de 140 voitures. Les autorités envisagent maintenant d'évacuer 7000 autres personnes si le vent tourne et si le gaz se dirige vers une ville voisine. Conférence de presse du groupe communiste à l'Assemblée cet après-midi à propos de la manifestation du 23 mars et surtout à propos des casseurs. Robert Ballanger, président de ce groupe communiste, a une nouvelle fois dénoncé ce qu'il appelle les provocations. On voit des gens défendre des voitures de police et on le retrouve sur la photo plus loin en train de jeter les boulons. Par le fait de dénoncer ces faits, qu'est-ce que les députés communistes comptent faire? Nous voulons que soit faite une commission d'enquête parlementaire qui enquêtera sur ces agissements et empêchera que le pouvoir ou certains éléments du pouvoir organisent et manipulent ces provocations. Parce que c'est trop grave pour un pays comme le nôtre de laisser se développer de ça. C'est comme ça que commence l'action terroriste et nous voulons étouffer dans l'œuf toute tentative de manifestation de ce genre. Toujours dans l'actualité politique, M. Jean Ellenstein et une centaine d'autres communistes contestataires ont rendu public cet après-midi une déclaration à tous les communistes dans laquelle ils demandent que le 23e congrès apporte un soutien actif à la lutte pour les droits de l'homme dans les pays socialistes. Cette déclaration demande notamment le retrait des troupes du pacte de Varsovie de Tchécoslovaquie. Entre 7 et 8 000 personnes en chômage technique à partir de demain à Usinor Dunkerque, c'est-à-dire 80% du personnel. Toute la production de fonte et d'acier est paralysée. Selon la direction d'Usinor, les efforts pour réanimer la production n'ont pas abouti après 15 jours de conflit avec les syndicats. Toujours à propos de la métallurgie, l'acierie de Neuve-Maisons en Meurthe-et-Moselle, qui vient de s'agrandir, cherche depuis plusieurs semaines à embaucher 100 personnes, mais les offres d'emploi publiées dans la région restent sans réponse. Jacques Laffite n'est plus leader du championnat du monde des conducteurs de Formule 1. Il est devancé par le Canadien Villeneuve, que vous voyez ici, qui a gagné la nuit dernière sur Ferrari le Grand Prix de Long Beach aux États-Unis. Deuxième, l'autre Ferrari de Jody Scheckter. Premier français, il est 5e, c'est Patrick Depailler sur Ligier.
Et là, c'était la Ligier de Jacques Lafitte qui a abandonné au premier tour. Enfin, les vacances de Pâques, elles ont bien commencé puisqu'il a fait beau aujourd'hui sur les Alpes. Le président de la République, d'ailleurs, en a profité. Il a passé la journée à ski sur les pistes de Chamonix en compagnie de Madame Giscard d'Estaing et de son fils Henri. Des vacances courtes puisque le chef de l'État sera de retour à Paris demain après-midi. Et mercredi, il présidera, comme d'habitude, le Conseil des ministres. Je reviens au temps avec des températures enfin douces et agréables aujourd'hui, entre 10 et 19 degrés sur toute la France. Vous voyez, 19 degrés dans le sud-ouest. Demain, malheureusement, beaucoup de nuages avec des averses fréquentes et des orages sur les côtes de l'Atlantique et de la Méditerranée. Ailleurs, ciel bouché, mais un peu moins de pluie. Il neigera quand même en montagne au-dessus de 2500 mètres. Les températures seront encore agréables, mais les vents seront forts sur les côtes. Mais en Chine aussi, Jean-Pierre Pernaut, les vents soufflent assez fort et ils ont tourné depuis quelques mois. Chaque jour, ils chassent un peu plus loin ce que l'on appelait le maoïsme. Il serait trop long de citer les innombrables indices de cette transformation. Retenons cependant le dernier en date, il est particulièrement éloquent. Les jésuites vont peut-être revenir en Chine populaire. Des contacts ont été renoués à Rome entre Pékin et la Compagnie de Jésus. Les jésuites pourraient être autorisés à reprendre l'une des universités qu'ils dirigeaient jusqu'en 1953, au moment de leur expulsion. Leur retour en Chine, après 25 ans d'absence, serait ainsi le prolongement d'une présence vieille de 4 siècles. Et Maurice Olivari a retrouvé les traces de cette présence missionnaire dans l'Empire du Milieu. Avec ou sans soldats, essayer d'entrer en Chine, c'est vouloir saisir la Lune. C'est ce qu'écrit en 1579 un diplomate français. 4 ans plus tard, le père Matthieu Ricci se lance à la conquête de la Lune. Le monde dans lequel il pénètre est depuis des siècles fermé, hostile à tout ce qui est étranger. Très vite, le père jésuite comprend que seule sa culture, l'étendue et la qualité de ses connaissances scientifiques, telles l'astronomie, lui permettront de s'imposer. Matthieu Ricci vient de trouver là la bonne formule. C'est grâce à lui que les jésuites vont connaître en Chine une extraordinaire réussite. Pendant 4 siècles, mathématiciens, médecins, juristes, astronomes vont se succéder. Au début de ce siècle, à Pékin, à Shanghai, à Nankin, s'ouvrent les écoles, les collèges et les universités. Les jésuites sont certes là pour convertir, mais ils ne perdent jamais de vue ce qui a toujours et partout constitué le meilleur de leurs atouts, leur capacité à former les esprits. En 1947, par exemple, dans les 3 universités jésuites de Chine, 5000 étudiants suivent les cours de littérature, de droit, de médecine et de sciences. La Compagnie de Jésus compte alors en Chine plus de 900 missionnaires, dont 250 d'origine chinoise. Mais depuis quelques années déjà, gronde en Chine la révolution. Mao, Chiang Kai-shek, communistes et nationalistes s'affrontent. Les jésuites sont sur tous les fronts, comme ici en 1936 à Yan'an, où s'installe dans ces grottes la première université populaire. Cette photo est un document, côte à côte un père jésuite et le généralissime Chu Te, commandant en chef de l'armée rouge. Mais avec la victoire finale en 1949, les communistes entreprennent de nettoyer la Chine. Les jésuites n'échappent pas à la tourmente. On peut dire que les étrangers, mais pas seulement les jésuites, il s'agit de tous les Européens, pas seulement des hommes, aussi bien les femmes, les religieuses, sont partis contraints et forcés, parfois à travers des procédés sur lesquels il ne faut pas revenir, mais qui n'ont laissé une certaine, si pas amertume, mais un souvenir un peu désagréable. Les souvenirs désagréables, ce sont les brimades de toutes sortes, les campagnes de calomnie qui ont précédé le départ des jésuites européens. Ce sont aussi les arrestations et l'emprisonnement de tous les jésuites chinois. Aujourd'hui, la Chine semble vouloir oublier, les jésuites sont disposés à en faire autant. Si vraiment un gouvernement chinois demande à des personnes privées, comme la compagnie, une aide sur le plan culturel, tout le passé ne sera plus pris en compte, le présent sera pris en compte. Et ce qu'on pourra faire, on le fera, à la grande manière, et parce que tout de même, 400 ans de relation ne s'oublie pas comme ça. Il existe encore aujourd'hui à travers la Chine 119 prêtres jésuites d'origine chinoise. Noyés dans la masse, retournés à la vie civile, ils n'ont exercé aucun ministère depuis 30 ans. Ils ont entre 50 et 60 ans, leurs voisins ignorent sans doute qu'ils sont prêtres, mais eux n'ont certainement pas oublié.
C'est Marie-Laure Augry qui, aux alentours de 23 h, vous présentera le dernier journal. Merci de votre attention. À demain. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.